Vous connaissez déjà notre premier modèle macroéconomique. Donc, dans un côté, vous connaissez la demande agrégée des biens et services. D'un autre côté, vous connaissez l'offre agrégée des biens et services. Et vous connaissez maintenant l'équilibre. Comment est-ce qu'on établit cet équilibre? Où on a besoin d'un équilibre aussi du marché des fonds prêtables. Donc, les choses qu'on va faire maintenant, c'est, comme on avait fait dans le modèle de pizza, on va faire des exercices de statique comparatif. Donc, si vous vous rappelez, dans l'exercice de statique comparatif, les choses qu'on va faire, c'est on va prendre les variables exogènes de notre modèle et on va faire des chocs des variables exogènes. L'idée de faire ce type d'exercice de statique comparatif, si vous vous rappelez dans le modèle de pizza, c'était un peu pour voir les implications que notre modèle va nous donner. Ici, on va faire ce type d'exercice statique comparatif, comme ça on va voir les implications que notre premier modèle macroéconomique va nous donner. Et ça, c'est très utile parce que si on voit que au moins une de ces implications, ça ne colle pas avec la réalité, basiquement, ça veut dire que notre modèle n'est pas bon, donc on le met à la poubelle. Normalement, on ne le met pas à la poubelle. On essaie de voir si notre modèle, quand même, ça colle avec la réalité. Ça pourrait arriver qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à expliquer, donc peut-être on a oublié quelque chose. Donc, on va voir ce type d'exercice statique comparatif. Ici, on va considérer trois types d'exercices. Donc, on va considérer qu'est-ce qu'il passe si on augmente la variable dépenses publiques. Donc, on va considérer l'effet d'une politique budgétaire. Après, on va considérer l'effet d'une politique fiscale. Donc, on va modifier, en particulier, on va augmenter la variable fiscalité. Rappelez-vous, ça, c'est les impôts et les transferts. Et après, on va considérer les cas d'une politique d'investissement. On va considérer qu'est-ce qu'il passe si l'investissement augmente pour n'importe quelle valeur du taux d'intérêt. Donc pour faire cela, si vous vous rappelez un peu des vidéos précédentes, on va considérer comme toujours que les variables exogènes sont constantes, c'est une simplification, et on va partir d'une situation initiale d'équilibre. Donc on va considérer que notre économie se trouve initialement à l'équilibre, rappelez-vous des vidéos précédentes, et à partir de là, on va voir chacune de ces politiques de façon individuelle. Donc on va voir ce qui se passe si j'augmente G, si j'augmente T ou si j'augmente I. Et voir les implications que nous donne notre modèle. Comme ça, on pourrait comparer ça avec la réalité. On commence avec les politiques budgétaires. Les politiques budgétaires, normalement, quand quelqu'un vous parle de politique budgétaire, basiquement, ça veut dire que l'État va augmenter ou va diminuer les dépenses publiques. Donc, les politiques budgétaires qu'on va considérer ici, on va considérer une augmentation de la dépense publique. Ce type de situation d'augmenter la dépense publique, une hausse des dépenses publiques, par exemple, on pourrait lier, par exemple, aux politiques des grands travaux. Par exemple, quand les gouvernements commencent à refaire les trottoirs ou refaire les autoroutes, etc., c'est des politiques des grands travaux. Aussi, quand on fait des politiques de recherche et développement, quand vous voulez incentiver la recherche et le développement, le gouvernement fait des dépenses publiques. Ce type de politique d'augmentation des dépenses publiques, c'est une politique très typique quand l'économie se trouve dans une situation de crise. Si par exemple le gouvernement veut faire augmenter la demande des biens et services, une façon très facile de le faire, c'est on augmente les dépenses publiques. Donc on va voir les implications à ces politiques-là selon notre modèle. Donc pour faire ça, on va le faire au tableau. Alors, comme je vous avais dit, on va considérer une politique budgétaire expansive. Donc, basiquement, ça veut dire que la variable dépenses publiques va augmenter. Ça, on peut le noter par delta G plus grand que 0, ou dans les diapos, parfois, on met delta plus G. Ça veut dire le plus, une notation pour vous dire que G augmente. Donc ici, basiquement, c'est équivalent, ces deux types de notation à que j'augmente la dépense publique. Donc, on va considérer le fait d'une augmentation de la dépense publique. Donc, on part d'une situation initiale d'équilibre. Donc, quand on est à l'équilibre, rappelez-vous, on a que l'offre de biens et services, qu'on avait dit I bar, c'est égal à la consommation, qui dépend du revenu disponible. Ça c'est fixe, comme d'habitude. Ça, c'est l'investissement. Donc, comme je sais, l'équilibre, c'est le taux d'intérêt d'équilibre, étoile, plus la dépense publique. Donc, les choses que je vois ici, dans ces cas-là, c'est que si la dépense publique augmente, donc cet élément-là de l'équation va augmenter. Donc, qu'est-ce qui passe si cet élément-là, la dépense publique, va augmenter?
Bon, je vois que la partie gauche est constante. Donc, il devrait avoir quelque chose dans la partie droite qui devrait compenser cette augmentation, parce que tout ça doit être égal toujours à la même constante. Donc, il doit y avoir quelque chose là qui devrait diminuer. L'histoire, c'est que Y est fixe et T est fixe, donc la consommation, il va rester fixe. Donc là, on ne peut rien faire. Donc l'unique possibilité, c'est que en fait, l'investissement diminue. Et comment est-ce qu'on pourrait arriver à voir que l'investissement diminue? L'unique possibilité, rappelez-vous, c'est que les taux d'intérêt d'équilibre augmentent. Si le taux d'intérêt d'équilibre augmente, on va voir un investissement, comme ça coûte plus cher demander des fonds prêtables, il y a de moins en moins de gens qui vont faire ce projet d'investissement, donc l'investissement va diminuer. Mais la question c'est, pourquoi, ou sont quoi les mécanismes qui vont faire que ces taux d'intérêt augmentent? Pourquoi quand j'augmente la dépense publique, les taux d'intérêt d'équilibre vont augmenter et on va diminuer l'investissement pour compenser cet effet-là? Donc ça c'est la question qu'on va se poser. Pour faire cela, il faut se rappeler que les taux d'intérêt est déterminé pas dans le marché des biens et services, est déterminé dans le marché des fonds prêtables. Donc, on devrait regarder le marché des fonds prêtables. Donc, regardons le marché des fonds prêtables. Comme le marché des biens et services se trouve en équilibre, rappelez-vous que ça implique aussi que le marché des fonds prêtables se trouve en équilibre. Donc, on part d'une situation initiale d'équilibre aussi dans le marché des fonds prêtables. Donc, rappelez-vous, pour représenter le marché des fonds prêtables, je mets ici en vertical les taux d'intérêt. Rappelez-vous que c'est une convention de mettre les prix en vertical. Rappelez-vous, le taux d'intérêt, c'est simplement les prix des fonds prêtables. Et je mets ici les fonds prêtables. Donc là, je vais montrer la demande des fonds prêtables et l'offre des fonds prêtables. Donc c'est quoi l'offre des fonds prêtables? L'offre des fonds prêtables, rappelez-vous, c'est simplement l'épargne nationale. Donc là, c'est fonds prêtables, l'offre. Ça, c'est les fonds qui sont disponibles à être prêtés. Et c'est quoi la demande des fonds prêtables? Si vous vous rappelez, la demande des fonds prêtables, c'est simplement les investissements, que c'est une fonction du taux d'intérêt, une fonction décroissante, donc voilà, fonction décroissante. Donc la situation d'équilibre initiale, on est là, et là, c'est le taux d'intérêt d'équilibre, étoile. Ça, c'est, on part de cette situation-là. Donc maintenant, qu'est-ce qui passe? Maintenant, je sais que la dépense publique augmente. Donc l'idée, c'est voir, si j'augmente la dépense publique, qu'est-ce qui va changer dans ces graphiques? Basiquement, quelle courbe l'offre de fonds prêtables, la demande de fonds prêtables vont se déplacer? Peut-être c'est les deux, peut-être c'est une de ces courbes-là, on va voir. Donc on va regarder qu'est-ce qui passe avec la demande de fonds prêtables. Donc la demande de fonds prêtables, c'est simplement l'investissement. Donc je ne vois pas la lettre G à l'intérieur. Donc la demande de fonds prêtables ne va pas être affectée, ne va pas se déplacer. Il ne va pas avoir de déplacement de la fonction des demandes de fonds prêtables. Donc là, on ne la touche pas, elle reste comme ça. Donc les choses qui pourraient changer, c'est peut-être l'offre de fonds prêtables. Donc l'offre de fonds prêtables, elle changerait si l'épargne nationale est affectée par la dépense publique. Bon, on va voir. Si vous vous rappelez, l'épargne nationale, elle est divisée en deux. Vous savez, l'épargne privée plus l'épargne publique. Donc, c'était quoi l'épargne privée? Je vous rappelais, l'épargne privée, c'était les revenus disponibles, moi, la consommation, que c'est une fonction du revenu disponible. Là, je ne vois pas la lettre G. Donc, la dépense publique, il ne va pas affecter l'épargne privée. Donc, l'épargne privée, il ne change pas. Donc, l'épargne privée ne change pas. Donc, l'épargne privée n'est pas affectée. Qu'est-ce qu'il passe avec l'épargne publique? Si vous regardez l'épargne publique, rappelez-vous, c'est les impôts, moi, la dépense publique. Et ici, on voit qu'effectivement, ici, on a la dépense publique. Donc là, on peut bien imaginer que l'épargne publique va être modifiée. Si vous voyez ici, si j'augmente la dépense publique, cet élément-là, c'est plus grand, donc l'épargne publique va diminuer. Donc la première chose qu'il voit ici, c'est que l'épargne publique diminue. Donc je vois que l'épargne privée, quand j'augmente la dépense publique,
l'épargne privée ne change pas, mais l'épargne publique diminue. En fait, si vous voulez voir ça d'une façon un peu plus mathématique, si vous faites la dérivée partielle de l'épargne publique par rapport à la dépense publique, simplement vous dérivez ça par rapport G bar, ça c'est égal à moins 100, donc c'est négatif. Donc vous voyez, quand G augmente la dépense publique, l'épargne publique diminue. Donc, épargne privée il reste constante, épargne publique diminue. Alors, qu'est-ce qui va passer avec l'épargne nationale? Comme là, il reste constante et celui-là diminue, je sais que l'épargne nationale va diminuer. Donc ça, c'est l'effet d'une dépense publique. Quand j'augmente la dépense publique, les choses que je vois, c'est que l'épargne privée ne change pas, mais l'épargne publique diminue. Alors, l'épargne nationale diminue. Si l'épargne nationale diminue, basiquement, ça veut dire que la fonction d'offre de fonds prêtables, il y a moins de fonds prêtables, en fait, il se déplace vers la gauche. Donc, si je déplace cette fonction-là vers la gauche, on aurait un truc comme ça. Donc, je vais appeler à la situation initiale, je vais mettre 1 pour dire que c'est la situation initiale. Et là, on a la nouvelle fonction d'offre de fonds prêtables, je l'appelle 2. Ça, c'est le nouveau épargne nationale qui est le plus petit. Et les nouveaux taux d'intérêt. Hein. Là, j'appelle 1 pour dire que c'est l'initial qu'on avait. Et maintenant, vous savez ici les nouveaux. Donc, effectivement, dans la nouvelle situation, les taux d'intérêt d'équilibre a augmenté. Et on connaît maintenant pourquoi. Pourquoi les taux d'intérêt, maintenant, il a augmenté? Parce que l'épargne privée ne change pas. L'épargne publique, par contre, diminue. Alors, l'épargne nationale diminue. Et en fait, avec les taux d'intérêt qu'on avait initialement, les choses qui passent, c'est que dans cette situation-là, vous voyez, si on resterait là, les choses qu'on voit, c'est que la demande de fonds prêtables, vous voyez, elle est plus grande que l'offre de fonds prêtables. Donc, il y a beaucoup de monde qu'ils vont demander des fonds prêtables. S'il y a beaucoup plus de monde qui demande des fonds prêtables que la quantité de fonds prêtables, comme dans les cas des pizzas, bah, les prix des pizzas, dans notre cas, les prix des fonds prêtables vont augmenter. Et voilà, ils vont augmenter jusqu'à le moment où les deux se mettent d'accord. L'offre de fonds prêtables, la nouvelle offre de fonds prêtables et la demande de fonds prêtables. Donc on voit effectivement maintenant pourquoi quand j'augmente la dépense publique, les taux d'intérêt augmentent. Hein. Vous voyez ici, les taux d'intérêt vont augmenter. Et les choses qui vont passer aussi, c'est que comme les taux d'intérêt augmentent, effectivement, l'investissement à l'équilibre, que ce point-là, vous voyez qu'elle a diminué, elle était là, maintenant devient ça. Donc l'investissement alors à l'équilibre, elle diminue. Et ça, c'est la prédiction qu'on avait dit dans notre modèle. Donc voilà, maintenant vous comprenez pourquoi quand j'augmente la dépense publique, pourquoi le taux d'intérêt va augmenter et alors l'investissement va diminuer et on rétablit l'équilibre. Cette espèce de prédiction que nous donne notre modèle, en fait, c'est quelque chose que c'est assez connu. Il y a un élément, il y a une critique toujours très grande de ce type de politique de faire une augmentation des dépenses publiques, c'est un effet qu'on appelle l'effet d'éviction. Vous voyez ici, l'effet d'éviction, les choses qu'il nous dit, c'est que quand on fait la dépense publique, quand on augmente la dépense publique, comme le taux d'intérêt va augmenter, comme je vous ai déjà expliqué au tableau, vous connaissez maintenant les mécanismes, comme le taux d'intérêt va augmenter, les fonds prêtables vont devenir plus chers, alors les gens ils vont faire de mois en mois des projets d'investissement, donc l'investissement va diminuer. Si vous voulez, ce qui va passer, c'est l'investissement échappe, si vous voulez. Ça, c'est la raison pour laquelle on l'appelle un effet d'éviction. Donc, c'est possible que les gens qui s'aimeraient faire des projets d'investissement, à la place de le faire en France, par exemple, pourraient le faire à l'étranger, par exemple, ou pas le faire. Donc, ça, c'est un typique effet qu'on connaît, c'était très connu dans la littérature d'économie, de faire des dépenses publiques. Donc, notre modèle, dans ce point de vue-là, c'est consistant avec la réalité. Donc, on commence bien.